Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 27 octobre 2024. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, à Dis-moi ce que tu lis, on a deux invités volubiles et passionnants, Marie-Hélène Marcoux et Martin Lépine, pour parler de « Pour mettre en valeur tous les lecteurs » et de « Passeurs de lecture ». C'est Valérie Fontaine qui assure la chronique Tribune littéraire de grandes personnes et on terminera avec les événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, dans les coulisses du livre, je reçois l'autrice Marie Barguirdian et Catherine Chiasson de la librairie Le Renard Perché nous présente ses coups de cœur de libraire. Encore une fois, vraiment tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Je m'appelle Cyril, j'ai 8 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que ça me donne de l'imagination dans mes bricolages. Bonjour, je m'appelle Senaï, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui informent parce que j'aime l'information. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une collaboratrice depuis le début à Imagemo à voix haute, mais aujourd'hui, on l'accueille comme autrice, animatrice, conférencière en art et en littérature jeunesse, passionnée de l'enfance, d'éducation et de culture. Bonjour Marie Barguirdian. Bonjour Marie Lalande, quel plaisir. C'est drôle, hein? On se dit ça toujours. Bonjour. Les deux Marie. Alors, bienvenue Marie à Imagemo à voix haute. Aujourd'hui, on vous reçoit en studio, mais pas à titre de collaboratrice ou de chroniqueuse, mais bien comme autrice. Et c'est un immense plaisir de pouvoir prendre du temps avec vous pour parler de votre travail à vous. Là, j'ai mis des vous partout. Et on peut se tutoyer. On peut se dire tu, parce que quand même. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, Marie, à orienter ton travail autrement cette année? La vie, l'envie, le temps. OK. Le temps parce qu'on en manquait? Oui, et puis, c'est dingue parce que tu vieillis, alors tu travailles toujours. J'ai 6 petits-enfants. Alors, tu essayes de tout caser, puis finalement, je me retrouve à un moment de ma vie où je devrais avoir plus de temps, et puis j'en avais moins. Ouais. Et j'avais surtout envie de donner un peu plus de place à l'écriture. Alors, on en est ravis, nous, vraiment. Moi, j'aimerais prendre le temps de vous présenter, de te présenter aux auditeurs et aux auditrices. Tu es né en France au début des années 60. Tu as effectué des études à Paris en musique et en histoire de l'art. À 18 ans, tu as obtenu le premier prix de la ville de Paris au piano. Pendant 10 ans, tu as enseigné la musique et les arts aux enfants du primaire en France. Tu arrives au Québec en 1998 et tu poursuis la même voie. Et tu y ajoutes la littérature jeunesse. Tu as collaboré aux formations Tout Petit Litou de communication jeunesse. Tu as été chargé de cours en littérature jeunesse à l'Université de Sherbrooke. Tu as travaillé 10 ans chez Gallimard entre 2006 et 2016 en jeunesse. Moi, c'est à ce moment-là que tu es entrée dans ma vie. Tu as proposé, tu proposes des animations aux enseignants et aux enfants dans les écoles, les bibliothèques, les musées, souvent pour faire connaître un des artistes visuels québécois que tu mets en valeur dans quelques-uns de tes albums. Je pense à René Derouin, Alfred Pellan, Jean-Paul Riopel et plus récemment Marcel Ferron. En 2019, année vraiment phare. C'est pas seulement parce que c'est avant la pandémie, mais c'est surtout parce que tu as lancé le manifeste « On a tous besoin d'histoire » pour que la littérature jeunesse devienne un enjeu prioritaire de notre société, qui a été co-signé par plus de 30 écrivains et illustrateurs du Québec. C'est une ode à la lecture, à la culture, à l'imaginaire, dans laquelle on propose en 14 points illustrés
les bienfaits de la lecture et ce manifeste, on peut le télécharger. On va mettre le lien sur le site. D'accord. Et tu écris aussi, tu as publié plus d'une dizaine de livres pour ça les y est, enfants. je suis en train de passer la dizaine, tranquillement, pas vite. Pourquoi ce besoin de jumeler l'art, la littérature jeunesse et l'écriture? Je veux juste rajouter aussi que j'ai beaucoup publié dans les revues pédagogiques aussi. Vive le primaire, le pollen, l'université de l'Université de Montréal. Très juste. C'est important pour moi ce passage vers les enseignants pour enrichir sans cesse leur apprentissage, leur façon d'enseigner, leur réflexion autour de la littérature. Alors là, ta question, c'était... La question, c'était pourquoi tu jumelles l'art, la littérature jeunesse, l'écriture? Écoute, c'est quelque chose qui a été naturel chez moi, en fait, parce que petite, comme tu l'as dit, j'ai fait du piano, j'ai été baignée en histoire de l'art et... Enfin, pour moi, il y avait des correspondances entre les mots, les images, sans cesse, et même la musique. On y reviendra plus tard. Ouais. Et donc, tu sais, j'avais un professeur de piano qui me disait, mais alors là, ma première valse de Chopin, fallait que j'imagine un bal avec une princesse. Donc, c'était comme naturel de raconter des choses dans les œuvres, à travers les œuvres. Et d'ailleurs, mes premiers ateliers, c'était ça. On essayait d'écrire des histoires avec les enfants à travers des œuvres. Et je trouve que les enfants voient des choses qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire au départ. Et c'est ça, donc, ce besoin de raconter l'art aux enfants. Qu'est-ce qu'ils voient, les petits, dans l'art visuel? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de techniques. Mais c'est ça que je voudrais prouver. Je voudrais vraiment inviter les adultes. Mes livres, ils ne sont pas faits pour des connaisseurs. Ils sont faits pour que n'importe qui... et n'importe quel adulte qui va prendre ce livre et le raconter à un enfant, prenne le chemin. Je leur sers de regard, en fait. Je leur sers d'œil, plus exactement, pour les conduire à travers l'art de tel ou tel artiste. Ça développe l'imaginaire, ça leur permet de travailler le regard. Justement, on est dans un monde bombardé d'images. Et donc, on ne sait pas forcément analyser les choses. Et c'est incroyable, parce que plus on regarde et plus on voit de choses. Donc, on travaille les mots, regarder et voir. Ça permet aussi de confronter des points de vue. Ah, tu vois ça, moi je vois pas ça, surtout quand tu travailles dans l'art abstrait. J'ai vraiment des expériences fabuleuses avec les enfants. Pour moi, c'est nécessaire parce que c'est aussi leur montrer ce que l'humanité fait de plus beau dans un temps où l'humanité est quand même très perturbée. On voit beaucoup de guerres et d'événements, de conflits. Donc, leur montrer le beau, c'est important aussi. On en a besoin. Vraiment bien besoin. Dans les ateliers que tu offres, dans ces animations, qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Ça m'enrichit sans cesse. Ça m'enrichit ce regard qu'ont les enfants sur les œuvres. Je vois qu'ils s'accrochent parfois à des petits détails que j'avais pas vus. Ils me poussent à aller plus loin, en fait. Ils me poussent à travailler cet aspect-là. Comment je fais pour amener ça à des enfants et à des adultes qui n'y connaissent rien? Parce que c'est ça ma censure souvent avec des adultes et même des profs. C'est « Oh, mais moi, je sais pas si je peux prendre ça. J'y connais rien en art. » Mais tu n'as pas besoin. Laisse aller tes sensations, ton regard, tes émotions à travers ce que tu vois. Et plus tu prends le temps de regarder une œuvre, et plus elle va te parler. Des fois, je fais rire les enfants en leur disant que je dialogue avec cette œuvre abstraite. Ah oui, c'est bien. Oui, et voilà. Et au-delà de l'œuvre, qu'est-ce que je vois? Et si tu savais les idées qu'il m'apporte, c'est incroyable. C'est puis on parle d'autre chose. On arrive avec quelque chose qui les surprend, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc forcément, ceux qui pas l'habitude de prendre la parole vont prendre la parole. Ça va chercher aussi des enfants qui sont moins bavards souvent ou qui pensent que ce qu'ils vont dire est pas bon. Donc là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse devant une œuvre d'art. Oui, parce qu'on est dans l'interprétation aussi. Complètement. Qui s'appuie sur quelque avec chose. Une œuvre littéraire. C'est tout à fait Puis ça leur donne des points de repère aussi. Et comment tu as fait les choix des artistes visuels que tu as mis en valeur dans les livres? On parlait, je les ai mentionnés tantôt, ces 4 artistes de notamment Rouyn, les artistes québécois. Riappel, Pellan, Ferron, les artistes québécois, je les ai découverts en arrivant ici en 98. J'ai été évidemment vite dans les musées pour me plonger dans ce monde-là que je connaissais pas bien. Et écoute, je te dirais que certains, c'est des coups de cœur, comme Marcel Ferron. Ça a toujours été un coup de cœur, dès le départ. D'autres, je les ai apprivoisés. Et ce qui est intéressant, par exemple, avec Riopel, c'est qu'au début, il ne m'attirait pas spécialement. Et plus je me suis
plongée dans son travail et plus j'ai compris aussi ce qu'était le Québec et pourquoi je comprenais les choses comme ci, comme ça. Donc il y avait aussi cette appartenance à la terre québécoise qui m'a amenée à découvrir, à travailler sur certains artistes. Et ça, c'est génial parce que là, maintenant, c'est toi qui nous les fais découvrir. Donc, tu nous fais redécouvrir ce Québec. C'est vraiment intéressant. Dans 2 autres de tes livres où tu parles pas de ces artistes visuels, je pense à La pyramide de Nola, qui est illustrée par Claude Cadubois, c'est paru chez Deux, et dans La chambre d'Adèle aussi, qui est illustrée par, je sais pas si je vais prononcer correctement, Mugluc. Oui. Chez Édito, tu racontes des parcelles de vie, mais à hauteur d'enfant. Qu'est-ce qui t'a guidé pour adopter ce point de vue-là dans ces 2 histoires? L'art et la création, toujours. Parce que, comme tu le dis, ça ne part pas directement de l'art, mais par exemple, dans La pyramide de Nola, il y a quand même tout le processus créatif de cette petite fille qui voudrait bien qu'on lui fiche la paix à construire sa pyramide, qui n'est pas un château, mais dont tout le monde veut faire un château. Et au fond, bien sûr, au-delà, il y a pas la solitude de l'enfant, elle n'est pas seule, elle est entourée de sa famille, mais laisser faire les enfants dans leur processus créatif. On voudrait tellement que ce soit toujours bien, au carré, impeccable, ton petit château. Elle, c'est pas ça qu'elle a en tête. Donc, on est quand même, finalement, dans un processus artistique. Et puis même La chambre d'Adèle, elle aussi, elle est avec son imagination. D'ailleurs, c'est un livre qui était inspiré des jouets anciens du musée McCord. Donc, il y avait aussi un lien quand même avec de l'artisanat, on va dire. Récemment, en fait, pas récemment, tu as aussi écrit Corbeau et Le secret de la lumière, qui est illustré par François Tisdel. C'est publié chez Bayard. Ici, on est vraiment complètement ailleurs. On est au bout des territoires Haïda, sur l'île de Vancouver. Pourquoi raconter cette légende du premier peuple de la côte ouest? Tu vas me dire que je ramène tout à l'art, mais il y a aussi... il y a ça là-dedans. Quand j'ai découvert cette civilisation, d'abord, j'ai eu un énorme coup de cœur et j'ai rapporté cette légende, mais je l'ai racontée à chaque Noël dans ma famille. Et puis ils me disaient, mais ça va avec ta légende du corbeau. Mais je l'adorais tellement, puis qu'un jour j'ai fini par la mettre en mots pour en faire un livre jeunesse. Et je me suis complètement plongée dans le musée d'anthropologie de Vancouver, où il y a ces œuvres d'art, de l'art Haïda qui sont extraordinaires et dont François Tisdel s'est inspiré. Donc, je trouvais que le lien était vraiment intéressant. Et toute la place de la lumière aussi, ça c'est vraiment... mais la lumière, c'est la quête de tout le monde, je pense. Oui, c'est ce qui nous... Ça fait partie de la beauté aussi. Bien sûr. Ton tout dernier livre, c'est un tout carton. C'est publié par Les 400 coups. C'est illustré par Cyril Doineau. Ça s'appelle La grande boîte noire. Et c'est dans la collection Mes premiers coups. C'est un album pour les plus petits, donc. On réalise au fil des pages que cette grande boîte noire, c'est un piano. Moi, j'ai entendu dans une autre entrevue avec toi que pour toi, le piano, c'est plus qu'un simple objet. Qu'est-ce que c'est en plus pour toi, le piano? Alors, c'est beaucoup de choses. C'est un confident. C'est quelqu'un, je le personnalise, qui m'a aidé à passer à travers beaucoup d'épreuves dans ma vie, qui a toujours été là pour moi. C'est quelqu'un qui me permet de ne pas forcément mettre de mots, mais de la musique. À travers la musique, je pense qu'on ressent des choses parfois inexprimables. C'est très fort pour moi, le rapport à la musique. Donc, il y a l'aspect très positif du piano, qui est un aspect rassembleur, parce que régulièrement, je fais des soirées avec mes copines. On chante du piano. C'est ça. Ça transmet quelque chose de fort et c'est beau. C'est beau. Et pourquoi le présenter au tout petit? Pourquoi ce format tout carton? Parce que dès le départ, cette histoire, je l'ai pensée comme un bébé, puis je l'ai vécu avec mes propres enfants. Bon, j'avais pas de piano à queue à l'époque, mais il a toujours été là, le piano. Donc, ils l'ont entendu, ils l'ont touché, ils l'ont senti vibrer. Et donc, j'ai voulu faire un livre où on voit que l'enfant, dès tout petit, il y a quelque chose qui s'inscrit dans sa mémoire, dans son cerveau. Il entend des sons. Il ne peut pas dire que c'est un piano, évidemment. Il va se tenir debout, il se tient au pied du piano, ça vibre, il va se cacher dessous pour jouer. Ça devient quelque chose de naturel et ça le rend heureux, en fait. Et il y a une aspiration dans cette découverte pour aller toujours plus loin.
Il y a aussi une transmission avec la maman qui est là et qui est très forte. Et ça le fait rêver. Peut-être même rêver d'être plus tard un pianiste. Marie, ton nom de famille est Barguirgian. Ça rappelle tes origines arméniennes. Qu'est-ce qu'ils vous ont laissé? Qu'est-ce qu'ils t'ont laissé comme bagage, comme héritage, tes ancêtres arméniens? Certainement des aspects de mon caractère. Je suis quelqu'un qui pleure et qui rit très facilement. Petit côté un peu oriental comme ça. Le goût des amandes et de tout ce qui est abricot sec. Et du miel. Il y a aussi, je pense que ça m'a apporté un imaginaire parce que, évidemment, c'est une Arménie. Je ne suis pas allée encore là-bas. Je voudrais vraiment y aller. Et je participe d'ailleurs cet automne à un festival à Paris sur l'Arménie, un week-end à l'Est où je vais narrer des contes arméniens. Et j'ai même un projet de livre avec un de ces contes. Donc il y a une Arménie imaginaire et puis mon père arrêtait pas de nous dire n'oubliez jamais d'où vous venez, mais c'était très abstrait quand on était petit. Donc petit à petit j'ai redécouvert ça et ça s'est redéfini encore mieux quand j'ai immigré ici. J'ai compris que j'étais pas juste une Française. Non, aussi, il y avait les ancêtres derrière. Il y avait quelque chose d'autre. Qui t'ont forgé. Marie, c'est la tradition à Image et Mots. On invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. En terminant, est-ce que tu as une suggestion pour nous? Oui. Alors, c'est une question très difficile. Une question piège. Je pose à tout le monde. Mais écoute, je reviens toujours à ce livre-là qui n'est pas une nouveauté. C'est un livre que Claude Ponty a fait peut-être dans les années 90. Ça s'appelle Ma vallée. J'ai eu tellement d'émotions à lire ce livre, tellement de partage avec les enfants, parce qu'il y aborde des tonnes de thèmes, la famille, celui qui vient d'ailleurs, les émotions, la musique, les saisons, les secrets. Enfin, il y a énormément de choses dans ce livre-là. Je voudrais que tous les enfants l'aient en main. C'est un livre que mon jeune fils a gardé toute sa vie. Et il m'en parle encore. Ah oui. Et je l'ai fait connaître ici. Le monde m'a vu et moi j'ai vu que le monde était très grand avec ma famille autour. C'est magnifique. Il y a un langage très poétique. C'est beau. Très beau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire de toi bientôt là? Est-ce qu'il y a des projets? Tu as parlé de quelque chose? La Grande Boîte Noire. Oui, j'ai des projets mais dont je peux pas vraiment encore parler. J'ai un autre album chez Deux. Je crois qu'il commence à être travaillé avec Jean-Claude Alphen. Ça me va. Mais voilà, j'ai un projet en France aussi et un autre projet ici sur les couleurs et le cercle. On a vraiment très, très hâte de te lire encore. Merci, Marie Barguirgian, pour ton immense implication. Merci, dans le monde de la littérature jeunesse, pour ton engagement, pour le manifeste. On a tous besoin d'histoire et pour les changements qu'il suscite. Au plaisir de te lire encore et encore, Marie. Merci mille fois de ton accueil. Plaisir. Je m'appelle Sébastien, j'ai 8 ans et j'aime les mangas parce qu'il y a beaucoup d'action. Je m'appelle Ryan, j'ai 8 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que ça me donne des idées pour écrire. Je m'appelle Margot, j'ai bientôt 9 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que c'est comme un film dans ma tête. Je m'appelle Ludovic, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui informent parce que j'apprends beaucoup de choses. La chronique coup de cœur des libraires. On accueille maintenant Catherine Chiasson, libraire jeunesse à la librairie Le Renard Perché, située sur la rue Ontario à Montréal. Bonjour Catherine. Bonjour Marie. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve cette année. Catherine, vous nous faites toujours des suggestions intéressantes. On a très hâte d'entendre celle d'aujourd'hui.
On vous écoute. Bien, en fait, Marie, aujourd'hui, j'avais envie d'être un peu rigolote. On dirait que c'est peut-être l'automne ou c'est peut-être le temps moche, les nouvelles. J'avais envie de faire rire un peu les jeunes lecteurs, les jeunes lectrices. Alors, mes choix sont tout spéciaux. En fait, le premier, c'est un choix très spécial parce que j'ai eu la chance de le voir à l'étape du manuscrit. C'est un texte de Pierrette Dubé illustré par Samuel Quentin chez Monsieur Ed qui s'appelle Le jour de la réglisse à la barbe à papa et c'est aussi un tête-bêche. Un tête-bêche, ça veut dire qu'on a 2 histoires en une, donc le jour de la réglisse à la barbe à papa et si on tourne, on a le jour de la réglisse à l'air féroce. C'est pour ça qu'il y a 2 titres. Absolument. Donc dans le premier, en fait, tout va bien. C'est le jour de la réglisse à la barbe à papa. Donc à chaque année, cette pâtissière fait la réglisse très, très spéciale et c'est comme une course dans la ville à savoir qui va arriver en premier à cette confiserie-là. Ah oui. Et cette année, Juliette est bien décidée à être la première arrivée. Et là, par plein d'aventures rocambolesques avec les autres aussi qui vont la menacer finalement d'arriver avant elle. Elle va arriver à ce magasin de bonbons-là, la première, donc va payer son dû. Et ensuite, va arriver pour partager sa réglisse. Mais à ce moment-là, il y a un gigantesque vent qui va faire revoler tout en éclats. Et c'est là qu'on va tomber de l'autre côté de l'histoire au jour de la réglisse à l'air féroce. Ah oui. Et là, donc, tous les mots, ça verse. Et donc, tous les mots qui étaient dans le bon ordre au début, donc qui étaient aussi comme rocambolesque parce que c'était une belle aventure, vont être changés. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, la réglisse à la barbe à papa, la réglisse va avoir l'air féroce. Et il y aura plein de mots comme ça qui vont être changés dans le texte. Donc, c'est hyper original. C'est vraiment une super bonne idée de Pierrette. Et les illustrations de Sam Quentin, vraiment, ont réussi à mettre toute la folie de l'univers de Pierrette là, en images. Chez Samuel Quentin, le BDiste qu'on qui est le connaît, BDiste, absolument, qui a fait White Horse, qui a été prisé l'an dernier, qui a été adapté au théâtre. Qui a repris les 3 bonbons de Monsieur Magani, de Louis Aymon. Exactement. Ah, génial. Donc, à découvrir. Okay. Je poursuis avec Sacré Canard de Michael Escoffier, magnifiquement illustré par Geneviève Després. Je pense qu'il n'y aurait pas eu illustratrice mieux pour ce petit album-là, qui est très, très court, mais en même temps qui en dit beaucoup. Donc, je trouve que, dans le pays des canards, tout le monde dit coin-coin, c'est chose acquise depuis des années. Et un moment va arriver le petit canard qui, lui, va décider de choisir Pouic-Pouic à la place. Oh, il dit pas coin-coin, lui. Il dit pas coin-coin, il dit Pouic-Pouic. OK. Et là, c'est comme la pagaille chez les canards en disant, mais non, mais c'est impossible, on peut pas dire Pouic-Pouic, il faut dire coin-coin, ça a été établi depuis des années. Et là, ils vont se rendre chez le roi et la reine, donc la monarchie. Oui, absolument. Là, c'est la grosse tirade chez les canards. Donc, ça parle de liberté d'expression, ça parle aussi de démocratie. Donc, j'ai trouvé ça super pertinent pour aborder ces thématiques-là auprès des jeunes enfants. Avec ces petits canards adorables-là. Et les enfants trouvent ça très, très drôle. Tout à fait. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Absolument. Mais c'est ce que j'aime de Michael Escoffier aussi. C'est que le texte est très, très simple. Ça se lit en quelques minutes à peine. Mais on peut faire parler les enfants autant par les illustrations que par le texte. Donc, vraiment, un gros coup de cœur à mettre entre les mains, en fait, de jeunes du primaire. Et donc, ça, c'est publié chez les Éditions 2. Exactement. Voilà. Donc, ils font toujours des textes excessivement... en fait, adorable pour raconter, mais aussi pour être exploité à l'école primaire. Je trouve que c'est vraiment des textes forts qui sont publiés chez 2. On peut aller beaucoup plus loin. Absolument. On ressent l'enseignant dans l'éditeur dans Yves Nadon. Évidemment. Tout à fait. On le salue, Yves On le salue, absolument. Alors, une troisième suggestion. La troisième suggestion, elle est très particulière puisque on parle de l'auteur François Blais. François Blais qui est décédé. Qui est décédé, absolument. Oui. Donc, il y a de cela 2 ans, si je ne me trompe pas. Et le texte avait été remis à Nadine Robert, l'éditrice de Comme des géants. Avant sa mort, donc, il y avait eu une direction éditoriale qui avait été faite. Et suite à son décès, malheureusement, il y a eu des quiproquos. On avait illustré, mais la famille de François voulait absolument que ce soit Iris qui soit l'illustratrice de cet album-là. Okay. Donc, ça a pris quelques temps avant que l'album nous parvienne, donc soit entre nos mains. Et je dois avouer que c'est mon coup de cœur de cette année, donc dans la rentrée automnale. Le fantôme qui voulait exister, c'est ce petit fantôme-là qui habite dans le Grand Nulle Part. Et dans le Grand Nulle Part, c'est là où est-ce que toutes les choses qui n'existent pas encore existent. OK. Donc, jusqu'à ce qu'elles soient inventées dans le monde réel. Comme par exemple,
les habitants du Grand Nulle Part mangent la crème glacée, mais du moment où est-ce qu'on va inventer la crème glacée dans le monde réel, eh bien, pouf, ça va disparaître du Grand Nulle Part. Et ce jeune petit fantôme-là trouve que tout ce qu'il aime dans la vie, ben, a été inventé. Donc, lui veut venir habiter sur Terre, veut exister, mais ça c'est pas si facile que ça. Donc, il va aller voir... il y a des grandes reines, hein, aujourd'hui, dans mes textes. Oui. Donc, il va aller voir la grande reine et va lui demander d'exister. Donc, elle fait, mais il va falloir que tu passes à travers 3 épreuves pour pouvoir arriver sur Terre. Donc, ce qu'il va accomplir avec succès, c'est vraiment une quête, alors. C'est une quête, c'est un album charmant, c'est un album loufoque. Donc, on invente différemment. On va inventer des objets parce qu'évidemment, dans le Grand Nulle Part, ben, ce qu'on connaît n'existe pas. Donc, on va vraiment s'amuser avec la langue, s'amuser avec l'imaginaire. Puis je pense que Iris Boudreau, c'était vraiment la personne, l'illustratrice tout indiquée pour illustrer cet album-là. Donc, autant en folie, en surnaturel, en imaginaire. C'est un vrai bijou. Et parfait pour l'Halloween, mais parfait aussi pour n'importe quel moment. Donc, pour faire aussi parler les enfants puis les faire imaginer. C'est un gigantesque coup de cœur. Et donc, on honore la mémoire de François Blais, qui est un auteur merveilleux à découvrir. Donc, qui avait écrit aussi pour la jeunesse à la Collection Noire, qui avait écrit chez Fides aussi. Et là, maintenant, qui publie premier album. D'accord. Et donc, un dernier choix. Et un petit dernier, donc, qui est vraiment aussi très drôle, d'une autrice que j'adore, qui s'appelle Danielle Chaperon, qui avait aussi publié chez Monsieur Ed avec Sam Quentin, qui était J'aime pas ta robe. Donc, elle nous revient cette fois-ci avec Le mauvais coup, illustré par Mirabol chez À la courte échelle. Et on a cette petite Léonie-là, qui est un enfant très charmant, très sage, mais aujourd'hui, elle a un terrible envie de faire un mauvais coup. Et là, quand elle va se réveiller, elle va trouver un klaxon, va voir son père qui est installé dans la cour en train de prendre son café tout relax. Et elle va se dire, mais si je klaxonne, si je lui fais peur. Et elle hésite. Et ce moment d'hésitation-là, c'est ce qui est tout à fait charmant dans cet album-là. Donc, il va arriver plein d'aventures à ce papa-là. Il va l'imaginer. Donc, OK, mais si je fais le klaxon, il va peut-être revoler au-dessus d'un arbre. Il va peut-être se faire attraper par un condor, tomber sur un bateau. Donc, c'est absolument fabuleux. C'est une magnifique histoire à raconter. Oui, et je la raconterai, moi, bientôt, à Marie Raconte. Oui. C'est une excellente idée. On a eu beaucoup de plaisir à se la raconter. Puis je l'ai raconté hier soir avec mon petit garçon, puis on a eu autant de plaisir que la première fois. Très drôle. Les enfants rient beaucoup. Tout à fait. Et donc, tous ces titres, Catherine, les auditeurs pourront en trouver les références sur le site de l'émission. Je vous remercie, Catherine. Merci, Marie. C'est toujours un plaisir. Puis c'est un plaisir. Je souhaite une prochaine rencontre, soit Absolument. ici, une prochaine chronique, ou une visite au Renard Perché. Merci beaucoup. Merci, Marie. Je m'appelle Inas, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui m'informent parce que j'apprends plus de choses. Je m'appelle Laurent, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui informent parce que ça m'apprend plein de choses. Restez avec nous en deuxième partie d'émission. Après cette courte pause, je rencontre 2 passionnés de littérature jeunesse et d'enseignement de la lecture, Marie-Hélène Marcoux et Martin Lépine, qui nous parleront de 2 de leurs nombreux projets. D'abord pour mettre en valeur tous les lecteurs et ensuite passeurs de lecture. C'est Valérie Fontaine qui investit aujourd'hui la chronique Tribune littéraire de grandes personnes et il y aura les actualités rares. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le segment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour du monde de la littérature jeunesse et parfois aussi des enfants qui la lisent. Mais aujourd'hui, on reçoit 2 passionnés de littérature jeunesse, Marie-Hélène Marcoux et Martin Lépine. Bonjour à vous 2.
Bonjour. Bonjour Marie. Je vous présente rapidement tous les deux. Marie-Hélène Marcoux, vous êtes auteure, formatrice, consultante en éducation et vous avez été conseillère pédagogique de français pendant plus de 10 ans. Vous êtes aussi chargée de cours à l'UQTR, donc à Trois-Rivières. Vous avez enseigné au primaire et au secondaire. Vous travaillez avec l'équipe de communication jeunesse comme formatrice et animatrice littéraire. Et vous êtes l'auteur de 2 ouvrages didactiques sur la lecture de bande dessinée parus chez Chenelière Éducation, la BD au primaire et la BD au secondaire. Et on va reparler de ça dans une prochaine rencontre. Martin, oui, j'ai très, très hâte. Martin, vous êtes professeur de didactique du français au département de pédagogie de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Vous êtes également chercheur régulier là, je vais essayer de le prononcer, vous me direz si je le fais correctement, le CREDID, c'est ça? Oui, bon, oui. Voilà. Et du CREA et du collectif CLÉ. Ce sont des centres de recherche qui s'intéressent à l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation à l'école. Vous dirigez l'Observatoire national de la littérature de jeunesse et le projet Libère. On est dans le Festival de l'acronyme ici. Ici, dans le projet Libère, vous travaillez sur les cercles de lectrices et de lecteurs et vous êtes le responsable des programmes Passeurs culturels et Passeurs de lecture de l'Université de Sherbrooke. Vous avez, vous aussi, enseigné au primaire et au secondaire pendant une dizaine d'années. Vous avez aussi été rédacteur en chef de la revue Vive le primaire de 2007 à 2015 et vous êtes l'auteur de plus de 300 communications écrites et orales sur l'enseignement et l'apprentissage du français. Est-ce que vous êtes essoufflé? Oui, j'ai 92 ans et je ne dors que 2 heures par nuit. Ça, c'est fascinant. Moi, je peux témoigner que vous n'avez pas 92 ans. Je peux pas témoigner du nombre d'heures de sommeil que vous avez par nuit, mais c'est quand même assez exceptionnel. Aujourd'hui, on parle avec vous deux de 2 projets qui vous animent. Vous allez publier d'abord tous les 2 un livre de didactique autour de l'évaluation. L'évaluation de l'apprentissage de la lecture, ça, c'est un enjeu majeur pour les enseignants. C'est bien connu. Vous avez lancé en 2024 le site et la page Facebook pour mettre en valeur tous les lecteurs. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pour qui, Marie-Hélène? En fait, tout part de justement ce travail de collaboration-là que Martin et moi faisons depuis quelques années. Ben, en fait, on se connaît depuis longtemps. On a collaboré sur différents projets communs. Et depuis quelques années, on s'est dit, ben, pourquoi on ne creuse pas cette idée-là de faire de l'évaluation de la lecture quelque chose de plus dynamique, quelque chose de plus, de rendre l'évaluation au service des apprentissages de la lecture des élèves. Et ça fait déjà quelques années qu'on y travaille. On arrive au bout du processus de rédaction et on s'est dit, mais pourquoi on ne partagerait pas nos découvertes et nos observations avec les enseignants, les enseignantes du Québec et d'ailleurs aussi. Et on a eu cette idée de lancer une page Facebook pour rassembler tous ceux et celles qui sont intéressés par la question et qu'on puisse comme ça interagir et commencer ensemble à amorcer cette réflexion-là qui nous semble nécessaire par les temps qui courent. Oui, mais ça fait longtemps que ça court, ces temps-là, effectivement. Pour moi, en tout cas, moi, j'adore ce qu'on peut lire sur votre site. Vous invitez les enseignants, les enseignantes à considérer l'évaluation de la lecture, pas seulement comme un moyen pour attribuer une note, mais de décortiquer l'étymologie du mot « évaluer ». Pourquoi? Martin? Oui, en fait, dans le mot « évaluer », se cache un plus petit mot, pas tellement plus petit, mais quand même un plus petit mot qui est le mot valeur, en fait. Et donc, dans l'ancien français, évaluer, c'était vraiment extraire de la valeur, donner de la valeur, donner même un prix. Ça vient du monde un peu économique. On comprend pourquoi il y a toujours des chiffres et des nombres en matière d'évaluation. Et donc, de fil en aiguille, on s'est dit, si on veut donner de la valeur à certains apprentissages en lecture, pourquoi même pas penser, là c'est nous qui étirons un peu la sauce en disant, donner de la valeur, en fait, allons-y en mettant en valeur
tous les lecteurs de la classe. Demandons à ces élèves-là, à ces lecteurs-là, de nous donner des pistes pour les mettre en valeur. En quelque sorte, c'est comme si la posture de l'enseignant devient celle d'un accompagnateur où je suis votre René Angelil, OK? Je suis votre agent promotionnel. Je souhaite vous mettre en valeur comme lecteur, comme lectrice. Aidez-moi en ce sens-là. Et bien sûr que si on pense de cette façon-là, ben là, la façon de mettre en valeur Marie, la façon de mettre en valeur Marie-Hélène, ou la façon de mettre en valeur Mathieu risque d'être différente. Oui, tout à fait, parce qu'on est 3 personnes différentes. Vous avez, il y a une première formation qui a été offerte en août dernier. C'était une première réflexion sur l'évaluation de la lecture. Il y en a une seconde qui est annoncée le 9 novembre prochain. Et le titre, c'est « Pour en finir avec les questionnaires traditionnels d'évaluation de la lecture, comment mettre en valeur tous les lecteurs de la classe par des questionnaires dynamiques d'évaluation de la lecture ». Donc, si je comprends bien, vous comptez y proposer des pistes pour faire autrement? Oui, en fait, on est, comment dire, on n'est pas fou. On sait bien qu'on ne pourra jamais éliminer tout à fait les questionnaires en évaluation de la lecture, hein, parce que on sait bien qu'il faut aller voir ce qui se cache dans la boîte noire des lecteurs. Hein. C'est Catherine Tauveron qui en parle. Et donc, fatalement, il faut éventuellement passer par le questionnaire. Et on s'est dit, Martin et moi, on va commencer par essayer de régler leur sort au questionnaire, non pas en les éliminant, mais en les dynamisant. OK. Donc, ce qu'on va faire le 9 novembre, la formation à laquelle on invite les enseignants, c'est de réfléchir à savoir, bien, avec ce qu'on a déjà comme questionnaire, comment analyser mon questionnaire et le revamper pour qu'il soit plus près des lecteurs, qu'ils puissent les mettre en valeur. Et là, je peux vous donner un exemple. On peut commencer simplement par analyser nos questions en se disant, est-ce que toutes mes questions touchent l'ensemble des critères d'évaluation? OK. Si oui, bon, très bien. Mais les proportions, est-ce que j'ai une question de jugement critique pour 8 questions de compréhension? Mm-hmm. Est-ce qu'il y aurait moyen d'équilibrer ça un peu? Peut-être diminuer le nombre de questions de compréhension et d'ajouter une question de jugement critique, d'en proposer 2 et de donner le choix à l'élève de répondre à l'une ou à l'autre. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est des petits ajustements comme ça qui pourraient être faits et on est convaincu, parce qu'on a fait l'exercice nous-mêmes avant, un avant et un après questionnaire, la deuxième version est pas mal plus signifiante et pas mal plus attirante, dynamique. Non seulement pour les lecteurs, mais aussi pour les enseignants qui vont les corriger. Ça m'amène... S'assurer d'avoir des bonnes questions de réaction, ben, ça va être aussi plus facile comme enseignant à corriger éventuellement. Donc c'est cette réflexion-là qu'on propose dans un premier temps, et je termine là-dessus. Dans un deuxième temps, plus tard cet hiver, on sera à Demeaux et Decrès au mois de mai. On va être aussi en ligne avec les formations du samedi avec l'Université de Montréal. On va aussi proposer de créer une épreuve à partir de 0. Comment on s'y prend? Quelles sont les étapes? Et toujours dans le but de rendre ça plus dynamique et signifiant pour nos élèves. Mais évidemment, on parle de questionnaire écrit, donc on passe... Ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe dans la tête des enfants, la boîte noire, à laquelle vous avez fait référence, mais aussi, comme on ne peut pas scanner ce qui se passe dans la tête des enfants dans les classes, ce qu'on souhaite, donc, c'est aller voir soit par l'écrit ou en discutant en communication orale pour les enfants qui ne sont pas nécessairement habiles scripteurs. On pense aux plus petits, notamment. Je me trompe? Oui. Vous mettez, Marie, le doigt exactement sur le bobo. C'est que en lecture, la lecture elle-même ne laisse pas de traces visibles ou audibles. Mm-hmm. La lecture se passe dans notre tête. Puis là, donc, l'idée, c'est d'essayer de multiplier les portes d'entrée dans cette boîte noire-là, donc dans le cerveau des élèves, sans mettre en valeur toujours les mêmes élèves. Et je vous donne un exemple. Si on évalue toujours la lecture et la compréhension, par exemple, de la lecture d'un texte par un questionnaire écrit, bien, en quelque sorte, on met en valeur quelqu'un qui n'a pas trop de difficultés à répondre à des questions à l'écrit. Bon, mais si j'ai des difficultés d'apprentissage de l'écriture, je pourrais me retrouver, on dirait, en difficulté de lecture, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Hein? Et donc,
en passant par de l'écrit, par de l'oral, par du dessin, du mime, des scénettes, en multipliant ces portes d'entrée dans la boîte noire là, des lecteurs, mais on peut réussir à les mettre en valeur de différentes façons. À les valoriser. Un autre exemple, Marie-Hélène donnait un bon exemple sur comment bonifier un questionnaire plus traditionnel écrit, mais on pourrait, par exemple, choisir 2 textes de niveau de difficulté là, pour ce qui est du choix du vocabulaire, de la longueur des phrases, de la longueur du texte, à peu près équivalent. Demander aux élèves de les lire rapidement, les 2, et ensuite de choisir seulement celui auquel ils aimeraient répondre à certaines questions. Là, vous voyez que, et aussi en lecture, un des gros défis, c'est qu'on se retrouve à évaluer aussi le bagage culturel, les connaissances des élèves. Oui. Si on a un texte sur le hockey ou un texte sur l'île de Madagascar, ça ne mettra pas en valeur les mêmes personnes, puis ça n'a rien à voir avec leurs compétences à lire. Donc, vous voyez que ça n'empêche pas d'avoir un texte sur le hockey de temps en temps ou l'île de Madagascar, mais c'est que si on met toujours de l'avant certains thèmes qui mettent toujours en valeur les mêmes élèves, mais soyons pas surpris que les mêmes réussissent toujours mieux que tout le monde ne réussisse pas, effectivement. Alors, je vais mettre sur le site de l'émission l'adresse pour que les enseignants qui sont intéressés par vos formations puissent s'y inscrire. Je m'en voudrais, il nous reste pas beaucoup de temps, c'est toujours mon problème, manquer de temps, mais je m'en voudrais qu'on parle pas de votre autre projet qui s'appelle Passeurs de lecture. Ça existe depuis 2023. Qu'est-ce que c'est Passeurs de lecture? À qui ça s'adresse? Je peux me lancer, Marie-Hélène, je te passe la balle rapidement, mais en gros, Passeur de lecture vient du programme plus large de passeurs culturels en éducation de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, où on souhaite vraiment mettre de l'avant des accès privilégiés aux futurs enseignants, aux arts et à la culture, mais sous toutes leurs formes. Et donc, de fil en aiguille, dans ce projet-là, où on était souvent en réception, on assistait par exemple à des spectacles, à une visite dans un musée, etc. Mais là, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas mettre aussi en action davantage les futurs enseignants? Et là, j'ai réussi à recruter Marie-Hélène pour mettre de l'avant les passeurs de lecture où nos étudiants animent des lectures et passent dans différents milieux. Et Marie-Hélène, je te laisse en dire un mot. Oui, en quelques mots, c'est vraiment l'idée d'une rencontre entre un passeur de lecture qui est un futur enseignant ici à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, qui va rencontrer un groupe de lecteurs, soit dans un CPE, une école primaire, une école secondaire, et ensemble vont lire des œuvres. Et à la fin de la rencontre, le passeur passe littéralement un livre, c'est-à-dire qu'il va le donner, il va le laisser et inciter ses lecteurs à le repasser à leur. Donc, c'est une circulation de livres qui se fait par l'entremise du plaisir de lire, du goût de lire, et on voit des retombées partout, aussi bien chez les passeurs que chez les élèves, que chez les enseignantes qui accueillent des passeurs et même chez les directions d'école. Oui. Donc, il y a une grande mobilité, on se mobilise autour du plaisir de lire et c'est absolument fabuleux. C'est fabuleux parce que effectivement déjà ça existe depuis peu de temps, 2023, mais vous en voyez déjà les retombées. Je trouve ça vraiment génial. Je vous remercie à tous les deux d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci à vous de tisser ces liens plus étroits entre l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation de la lecture. Merci aussi d'accompagner les enseignants pour qu'ils fassent vivre aux enfants et aux jeunes des expériences de lecture riches en fait pour former des lecteurs pour la vie. C'est ça qu'on souhaite. Au grand, grand plaisir. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Marie. Je m'appelle Inas, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui m'informent parce que j'apprends plus de choses. Je m'appelle Hubert, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui informent parce que ça m'apprend des trucs. Bonjour, je m'appelle Eve-Sophie, j'ai 8 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que c'est plus facile. Tribune littéraire de grandes personnes. Tout au long de la saison, des créateurs, des créatrices du monde littéraire assureront tour à tour cette chronique. Ils et elles font à leur manière une belle place à une œuvre d'ici ou d'ailleurs et ils partagent avec nous un coup de cœur ou un livre jeunesse qui les a marqués. Aujourd'hui, c'est l'auteure jeunesse Valérie Fontaine qui investit cette tribune littéraire. Valérie,
on t'écoute. On a décidé de se dire tu, alors on t'écoute. Merci, Marie. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. C'est un beau privilège. Donc, je viens vous parler d'une collection. J'ai un peu triché pour présenter plus qu'un titre. Une collection que j'adore, qui est pertinente, intelligente, attirante, plus que nécessaire dans la vie de nos ados. Ma première fois publiée aux éditions de La Bagnole. Le premier titre m'était tombé dans l'œil à sa parution, moment où je m'étais dit « Zut, pourquoi j'y ai pas pensé? » Une déception qui arrive souvent aux auteurs quand on découvre une œuvre dont l'utilité est claire et limpide ou lorsqu'elle est faite de façon si brillante qu'on est un peu jaloux. Là, je vivais les deux en découvrant ma première fois recueil de nouvelles sexues dans lequel un collectif d'auteurs raconte une diversité d'expériences de premières relations sexuelles. Bon, donc, c'est des livres qui s'adressent à des adolescents ou des plus vieux. Oui, absolument. On oublie le primaire avec cette collection-là. Oui. Donc, il n'y a pas de tabou. C'est une approche authentique, décomplexée, exactement ce dont les ados ont besoin. J'étais pas remise de mon coup de cœur lorsque La Bagnole a publié son second titre qui m'a encore fait plus d'effet. Ma première fois, 8 nouvelles pour changer les règles qui explorent l'arrivée des règles chez les jeunes filles. J'en ai profité pour en faire une lecture imposée à mon adolescente de 12 ans pour éclairer quelques insécurités, puis elle en parle encore. Et là, au début du mois, paraissait le 3e titre de la collection, aussi bienvenu et important. Ma première fois, 8 nouvelles pour les cœurs brisés. Portant sur les peines d'amour, bien sûr, sous la direction de Geneviève Morin. J'étais très heureuse de retrouver des plumes que j'adore, celles, entre autres, de Marie-Christine Chartier et de Véronique Grenier. Je pense que c'est la première fois, d'ailleurs, que Marie-Christine Chartier se faufile dans l'écriture jeunesse. D'ailleurs, sa nouvelle m'a vraiment permis de sentir la blessure amoureuse de son personnage. J'étais, moi aussi, tombée en amour avec le beau grand blond. C'est ce qui est le plus difficile en lisant ces histoires d'amour, c'est qu'on sait déjà qu'elles se termineront puisqu'elles font partie d'un recueil sur le sujet. À la fin de chaque nouvelle, on retrouve un thème sous forme de capsule qui aborde une question précise. Pourquoi les gens veulent rester amis après une rupture? Comment on fait pour prendre soin de soi après une rupture? Suivent ensuite différents témoignages courts qui permettent de voir plusieurs côtés de la médaille selon les situations, les besoins, puis les valeurs de chacun. C'est un bel ajout qui offre une réflexion plus théorique puis qui donne aussi des outils aux lecteurs. La nouvelle de Nicolas Michon a attiré mon attention puisqu'elle est entièrement écrite en texto. Elle présente quelques mois de conversation entre 2 gars. On assiste à leur rencontre, à toute l'évolution, de leur relation jusqu'à leur rupture. C'est franc, c'est cru, c'est mordant de vérité. On aime ça. Puis, on a une variété de peines d'amour, les amours non avoués, les longues, les courtes relations, les diversités de couple, les peines d'amitié. Vraiment, on explore tout de long en large et on aime ça. Je voudrais terminer avec une des leçons de Véronique Grenier qu'elle a apprises au fil de ses peines d'amour. Donc, un petit extrait. Oui. La première chose que j'ai apprise sur la peine d'amour, c'est que le cœur craque et que ça surprend parce que c'est un organe mou. On ne s'attend pas à ce qu'il puisse s'émietter littéralement. Ils font quand il est heureux, il fend quand il a mal. Oh, c'est beau, c'est tellement vrai. Oui, c'est ça, c'est une très belle image. Puis bon, ben cette collection-là, c'est pour les ados, les parents, les profs, pour donner accès à des personnages qui mettent des mots sur des situations vraiment intimes dont on parle pas assez. Oh, tout à fait juste. Je te remercie, Valérie. C'est une excellente suggestion. On l'a dit pour les lecteurs plus vieux. Et on va mettre les liens pour les 3 sur le site. Merci beaucoup, Valérie Fontaine, d'avoir accepté notre invitation. On aura, je l'espère, l'occasion ou d'autres occasions de vous lire encore. Et moi, j'aimerais ça beaucoup vous recevoir, te recevoir, mais comme autrice, comme auteur. Et aussi, on peut aussi vous entendre, j'en profite, on va sur l'heure du conte en direct sur Facebook. Oui, tous les mardis soirs. Oui, c'est ça. Toujours au poste, hein? C'est ça, oui, entre septembre et juin. Exactement. 2 petites semaines à Noël, puis à la relâche, mais le reste du temps, je suis là. Alors, je vous attends. Bien, c'est formidable. Merci beaucoup, beaucoup pour la chronique d'aujourd'hui. Merci à vous. Super. Bonjour, je m'appelle Emma. J'ai 8 ans et j'aime lire des livres qui informent parce que j'aime savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Les actus littéraires.
d'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Sur le site de l'émission, on vous met tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. Dimanche prochain, le 3 novembre, à Marie raconte, je lis « Ça m'est bien égal » de Julie Foliano, illustré par Juana Martinez-Neal et Molly Idle, publié aux éditions Le Genévrier. C'est un hymne à l'amitié entre deux fillettes, illustré par deux illustratrices qui sont de vraies amies dans la vie et qui savent que les différences ne font que renforcer l'amitié. Chacune d'elles a mis en scène la fillette qui lui rappelle sa propre enfance et les deux ont collaboré sur les détails du décor en deux couleurs, bleu sarcelle et jaune, en plus du trait au crayon graphite. Une histoire qui plaira aux plus petits mais aussi aux plus grands. On en écoute un extrait. Tout cela m'est égal. Je m'en moque complètement. Les deux fillettes font la ronde, les yeux fermés, les bouches souriantes, se tenant par les mains derrière les bulles de couleurs qui se mêlent, le bleu sur le jaune sur le bleu. Mais j'aime beaucoup que tu ne sois pas mauvaise joueuse et que tu ne changes pas les règles quand je gagne. Et j'aime plus encore que tu veuilles tout partager et qu'on se tienne la main quand on fait la ronde. Le 24 octobre dernier, on annonçait le lauréat du prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal. Bravo à Roxane Brouillard et Caton pour le dessin trop mignon publié aux éditions Fonfon. Le samedi 2 et dimanche 3 novembre se tiendra le 31e Salon de la Côte-du-Sud sous le thème « La lecture sous un autre angle ». L'entrée est gratuite en tout temps et ça a lieu à la Maison de la Culture populaire, La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, au 260 rue Caron. Du jeudi 7 au dimanche 10 novembre aura lieu la 59e édition du Salon du livre de Rimouski à l'Hôtel Rimouski au 225 boulevard René-Lepage Est et c'est gratuit pour les moins de 17 ans. Le 8 octobre dernier, le Conseil des arts du Canada a présenté les finalistes des prix littéraires du gouverneur général de 2024. Dans la catégorie littérature jeunesse texte figure Carotté Kid de Marc-André Dufour-Labbé chez Leméac Éditeur, Déménager au ciel de Jean-Guy Forget et Mélodie Bugeaud-Henry chez La Courte Échelle, Une bulle en dehors du temps de Stéphanie Meunier chez Leméac Éditeur, Envole-toi Mikoun de Moïra Ouachtekun Bacon des éditions Anné Norac et Les 4 vérités de Dominique Chicoine aux éditions du Boréal. Dans la catégorie littérature jeunesse livres illustrés figure Histoire fantastique et peut-être vraie de Caroline Méroula chez La Courte Échelle, Jour d'orage de Marianne Ferrer chez Monsieur Ed, Le fil d'Alphée de Marie-André Arsenault et Dominique Leroux des éditions La Morue Verte, Le premier arbre de Noël d'Ovila Fontaine et Charlotte Parent aux éditions de La Pastèque et Margot veut une moustache d'Iris Boudreau et Richard Écrapou des éditions de La Bagnole. L'annonce des livres gagnants se fera le 13 novembre 2024. L'Association nationale des éditeurs de livres, l'ANEL, et l'Association québécoise des professeurs de français, la QPF, ont révélé les titres finalistes des prix littéraires des enseignants et des enseignantes de français 2024 dans 5 catégories. Albums 5 à 12 ans, romans 9 à 12 ans, romans 13 ans et plus, ainsi que nouvelles et poésie. Vous trouverez tous les titres finalistes sur notre site et les lauréats seront dévoilés le 27 novembre prochain. C'est définitivement la saison des nominations de finalistes pour d'autres prix littéraires. Je vous en nomme 3. D'abord, le prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse, le prix
Alvin Bellil et les prix Mélèze, Peuplier et Tamarac qui font tous partie de la forêt de la lecture de l'Association des bibliothèques de l'Ontario. Alors, on va retrouver sur notre site tous les finalistes pour tous ces prix différents. En terminant, soulignons quelques sorties de livres récentes. D'abord, De retour dans 30 minutes, c'est le titre du livre d'Hélène Turgeon et Martin Laliberté. C'est dans la collection noire à la courte échelle. C'est pour les plus vieux, évidemment. Peureuse s'abstenir, je l'ai lu moi-même, c'est vraiment formidable. Catherine Chiasson en a parlé dans sa chronique tout à l'heure, Sacré canard, de Michael Escoffier et Geneviève Després, publié chez Deux. C'est le regard unique et comique d'Escoffier sur comment être soi sans se fondre dans l'autre, avec les illustrations ciselées de Geneviève Després. Il y a Ici et là-bas de Barou, des éditions Kaléidoscope. Les destins croisés de deux enfants que tout oppose, c'est un album sur le droit d'asile et la tolérance, et c'est inspiré d'une histoire vraie. Tout cloche de Jean-François Casabonne et Marie-Ève Turgeon, des éditions Station T Jeunesse. Le petit garçon de cette histoire a bien du mal à accepter sa dyslexie. Deux amis l'aideront à surpasser cet obstacle. Donc, dyslexie, bienveillance, poésie et papillon. Et je termine avec l'Académie Code secret, l'Ordre de la crypte de Karine Lambert. C'est un 3e tome de cette série dans la collection Enquête chez Dominique et compagnie. La scolarité d'Arthur, Mia et Derek se poursuit à l'Académie Code secret. Avec eux, on apprend à déchiffrer les codes utilisés autrefois par les Templiers, énigmes, codes et mystères. Je m'appelle David, j'ai 8 ans. J'aime les Dragon Ball parce que c'est passionnant. Je m'appelle Célia, j'ai 8 ans. J'aime lire des livres qui informent parce que j'aime bien apprendre sur les animaux. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs. L'autrice Marie Barguirgian, Catherine Chiasson de la librairie Le Renard Perché, Marie-Hélène Marcoux et Martin Lépine pour leur projet Pour mettre en valeur tous les lecteurs et passeurs de lecture, Valérie Fontaine pour la tribune littéraire de grandes personnes, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve dans 2 semaines.